Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo de Au son du Fleu, le blog consacré à la phonétique corrective et générale du français langue étrangère. Je vous convie à un entretien avec les 3 auteurs de la prononciation du français, un ouvrage paru aux presses universitaires de Grenoble en 2014 et qui reçoit un très bon accueil de la part de nombreux professeurs de français. Sans plus attendre, rejoignons Geneviève Brier, Emmanuel Rassard et Valérie Collige pour un jeu de questions-réponses portant sur les principes ayant présidé à l'élaboration de cet ouvrage. Vous est venue l'idée de ce manuel Prononciation du français et quels sont les principes méthodologiques, pédagogiques qui sont à la base de cet ouvrage? Alors moi je vais d'abord parler de la naissance de l'idée de cet ouvrage. Donc la prononciation c'est quelque chose qui nous tient à toutes à cœur et moi personnellement donc c'est quelque chose que je vivais déjà très fort depuis mes études à l'université. J'ai suivi des cours de diction, de déclamation et puis par la suite la première formation de formateur que j'ai donnée ça a été de la prononciation. Et donc dans les cours, on a essayé chacune de notre côté, je pense, de développer des parties qui étaient davantage consacrées à la prononciation. Ce que l'on trouvait dans les manuels nous satisfaisait plus ou moins, parfois moins que plus. Et alors quand j'ai découvert l'existence d'une nouvelle collection qui s'appelle Les Outils Malins aux presses universitaires de Grenoble, je la trouvais sympathique et cette collection en plus était dirigée par Michel Boiron, que je connais par ailleurs, donc directeur du CAVILAM, et moi je suis formatrice pour TV5 Monde. Et donc tout de suite, je me suis dit, on va faire un ouvrage collectif puisque j'ai envie de faire quelque chose en prononciation, mais on est plus fort à plusieurs. Et en même temps, les principes de collaboration dans cette partie, une des parties de l'ouvrage est consacrée aussi à cette collaboration. Ça allait de soi qu'on le fasse ensemble. Et Michel Boiron a tout de suite accepté, donc c'était parti. À propos des principes méthodologiques et pédagogiques qui sont à la base de notre livre, La prononciation en classe, moi je donnerais 3 mots, plaisir, sens et groupe. Plaisir, on a voulu, et c'est ce que la couleur choisi pour le volume indique peut-être, on a vraiment voulu ensoleiller la pratique de la prononciation, de l'enseignement de la prononciation et de l'apprentissage de la prononciation. Donc l'ensoleiller en classe et présenter cette matière, cet objectif de façon décomplexée, sans complexe, quelque chose qui n'est pas complexe, quelque chose qu'on pratique sans complexe et aussi décomplexifier toute la dimension théorique qui va avec la phonétique. Et intégrer dans les pratiques de classe, viser comme objectif principal une atmosphère conviviale, une atmosphère de plaisir grâce à des activités plus ludiques, théâtrales, des activités de décontraction. Donc ça, c'est pour le premier principe pédagogique, l'idée de plaisir. Puis il y a l'idée de sens. Donc quand on fait de la prononciation, c'est toujours à l'intérieur d'activités qui ont un sens et qui ont du sens. Donc la prononciation est vraiment intégrée aux pratiques de classe. Les activités de prononciation sont liées, tissées avec les autres objectifs d'apprentissage, objectifs culturels, langagiers, objectifs grammaticaux. Et la prononciation, c'est pas déconnecté du reste de tout ce qui se fait en classe. Et puis le 3e et dernier mot-clé, c'est le mot groupe. Tout ce qu'on propose, ce sont des pratiques collectives en groupe, et le groupe est vraiment un atout. Les pairs, la multiplicité même des accents, des langues, tout ça c'est un atout sur lequel on s'appuie pour travailler de façon décomplexée, sans complexe. Et le prof, c'est important, fait partie de ce groupe. Dans beaucoup d'activités, il n'est pas en dehors, il est dans le cercle, il est avec les autres, et ça c'est un autre des principes de base. À même point de vue, et au fond, quelle est votre conception de la phonétique corrective en langue étrangère? Politique intégrative, c'est de prendre une distance aussi avec l'idée. C'est pas que de la phonétique corrective, c'est... Ah oui, de ce côté-là. Oui. Oui. Ça nous sépare, on la laisse. Hein, oui. Peut-être notre position, on ne va pas dire notre originalité,
vis-à-vis de la prononciation telle qu'on la propose dans le livre, c'est de se dire que la prononciation, elle intervient d'emblée, dès les premières heures de la classe, et qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore lieu de parler de correction, mais plutôt de partie d'intégration. Donc de saisir directement ce qui fait partie de la prononciation du français, tant dans sa mélodie ou son intonation, son rythme, ses accentuations et bien sûr ses sons. C'est ça qu'on trouvait premier dans la façon d'aborder la prononciation dans la classe. À travers les activités que vous proposez, avez-vous le sentiment d'être comprise par vos collègues? Alors, on peut répondre à plusieurs niveaux à cette question. Tout d'abord, on a la chance de travailler dans une équipe formidable avec des collègues qui nous soutiennent dans toutes nos idées. Et donc, dans notre environnement immédiat, à l'Université catholique de Louvain, là où on enseigne, notre démarche est tout à fait bien intégrée et elle suscite de la curiosité, même chez nos collègues d'autres langues. Maintenant, on peut élargir et on a déjà eu la chance, assez vite après la parution de l'ouvrage, d'être sollicité pour intervenir en formation de formateurs, pour partager les idées qu'on a eues avec d'autres enseignants. Donc, on a eu la chance d'aller aux États-Unis, on a eu la chance d'aller en France, à Paris, en Belgique, évidemment. Et à chaque fois... vous êtes d'accord avec moi, je pense, l'accueil a plutôt été positif. Ça suscite de l'intérêt, de la curiosité et une adhésion à la fin. En général, ça génère des prises de conscience chez nos collègues qui se rendent compte parfois de choses qui sont évidentes, même si ce sont des locuteurs natifs. Ils prennent conscience de certaines caractéristiques de leur langue, le français. Et oui, je ne sais pas trop que dire de plus, mais voilà. J'ai peut-être Oui, vas-y. Je ne sais pas, une toute petite chose. On est assez heureuse de voir que ce livre est déjà bien vendu. Ça veut dire que tout simplement, c'est pas une prescription d'achat par institut. C'est un achat personnel que fait l'enseignant, et on se dit que ça doit fonctionner aussi par bouche à oreille d'une certaine façon. Donc ça doit répondre à un certain besoin, des attentes, et on est heureuse de pouvoir partager ce qui nous tient à cœur. Dans votre livre, vous accordez une importance énorme au rythme et à l'intonation, et vous vous démarquez surtout des exercices qu'on pourrait qualifier d'exercices classiques dans le domaine du rythme et de l'intonation, si tant est que ces exercices figurent dans les méthodes, puisque malheureusement il est assez fréquent que les auteurs fassent l'impasse sur tout ce qui touche à la prosodie. J'ai envie de vous demander les raisons pour lesquelles vous insistez tellement sur le rythme, sur l'intonation, et selon vous, comment doit-on aborder l'enseignement des paramètres prosodiques ? Alors, les raisons pour lesquelles on s'est intéressé à la prosodie, elles viennent d'abord d'un déclic. C'est au moment de mon stage dans le cursus du professorat en français langue étrangère. Moi, j'ai découvert la méthode Pourquoi pas, et je l'ai vue à l'œuvre et j'étais très séduite. Je trouvais ça très intéressant. Donc, j'ai parcouru un petit peu plus cette méthode. Et par la suite, quand j'ai consulté les manuels de phonétique, quand j'ai essayé de trouver quelque chose, je ne trouvais pas cet aspect-là. Alors dans la formation musicale, il y avait certains éléments qui pouvaient m'aider. Et puis par la suite, en essayant d'expérimenter dans la classe, je me suis rendu compte, et puis en parlant avec mes collègues, on s'est rendu compte que ces éléments prosodiques, on ne pouvait pas les mettre de côté. Ils étaient vraiment très importants pour que la prononciation s'installe convenablement dans la façon d'être, la façon de parler de l'apprenant que nous avions devant nous. Et donc c'est plutôt par l'expérimentation personnelle qu'on s'est rendu compte que c'était ça qu'il fallait faire. Il y a un moment dans le livre où on emploie comme phrase, comme motto, de la musique avant toute chose, et c'est quelque chose qui résume bien un des credos, une des bases de notre démarche. D'abord la musique, et puis après les sons viennent s'installer sur la musique quand elle est bien jouée. Ah oui, si on voulait utiliser une métaphore pour expliquer l'importance de la prosodie par rapport au son, on pourrait imaginer qu'on a d'abord la mer.
Cette mer, c'est l'intonation qui est rythmée par les vagues, donc le rythme. Sur cette mer, il y a des bateaux, donc qui sont les énoncés. Donc sur ce bateau, il y a les voiles. Chaque voile représente une syllabe. Et évidemment, dans le bateau français, le vent est à l'arrière. Que veut dire le vent est à l'arrière? Alors le vent est à l'arrière, ça signifie tout simplement que la dernière syllabe est la syllabe qui est accentuée en français et c'est elle qui va donner parfois presque le décodage de l'énoncé. Donc c'est ce qui va permettre à un francophone de bien comprendre ce qui est dit. Vous soulignez également l'importance du corps, l'importance des gestes dans votre manuel. Et le site Compagnon également comprend des vidéos qui, elles aussi, illustrent le geste, l'engagement corporel de l'apprenant. D'où la question, vos élèves sont-ils réticents pour bouger ou bien acceptent-ils facilement de bouger quand vous leur proposez? Et comment vous y prenez-vous pour les convaincre? Alors tout d'abord, donc c'est vrai que parler, c'est parler avec son corps, hein, c'est parler avec tout son corps. Il y a les gestes codés culturellement. Ça ou ça ne veut pas dire la même chose dans une culture ou dans une autre. Il y a le geste qui accompagne le discours. Voilà, les francophones souvent lisent c'est comme ça, c'est comme si, ou ce qui n'est pas la même chose qu'en italien qui va avoir un autre geste narratif, je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut utiliser. Et puis il y a aussi les gestes alors qui sont plus la bouche, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va utiliser, où est-ce qu'on va placer sa langue pour faire un R, sentir voilà, l'air qui passe dans le nez quand on fait une nasale. Donc il y a vraiment faire de la prononciation, c'est vraiment une belle aventure corporelle. Hein, et donc, quand on apprend à prononcer, il faut aussi apprendre à gestualiser parce que c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. On bouge quand on parle. Et donc, nous, on essaye aussi d'introduire le geste pédagogique, qui est un geste qui va aider les apprenants à mieux poser ou accentuer leur voix. On a parlé tout à l'heure de l'accentuation à l'arrière. En français, c'est comme si, voilà, le petit ami. Donc, bien poser sa voix à la fin des groupes rythmiques, des mots phonétiques. Et donc, ça, si c'est accompagné d'un geste pédagogique, hein, là, on va mettre la puissance, la dynamique du mouvement à la fin des phrases, ça va vraiment aider l'apprenant à bien poser sa voix. Donc, le geste est vraiment le meilleur ami pour bien des situations de l'apprenant qui va essayer de bien poser son accent ou bien de monter sa voix ou de la descendre au bon moment, parce que tout ça n'est pas naturel. Et donc quand on explique un petit peu ça aux apprenants, soit par comparaison, soit en essayant de montrer quelle est la musique francophone, la musique du français qu'il faut adopter, ils se rendent bien compte que ça marche, hein, qu'ils arrivent plus facilement à poser leur voix au bon endroit avec un geste qui va accompagner que si ils sont figés. Donc, je crois que vraiment, en plus, comme nous, notre démarche, c'est vraiment une démarche collective, donc ça se vit en groupe. Donc, il y a vraiment une idée de convivialité. On est décomplexé par rapport... Enfin, voilà, il faut aussi l'installer. Hein. Ça ne peut pas être une fois on peut pas faire une fois ce type d'exercice. Donc, il faut un petit peu une certaine culture de la prononciation au sein du cours. Mais je crois que dans la majorité des cas, ça crée un plus. Ça crée un climat, un climat de classe propice à la fois à la prononciation, mais aussi à oser se dévoiler, à montrer que voilà, on vit une expérience tous ensemble, on découvre un paysage sonore tous ensemble, et que c'est plutôt agréable comme aventure. Par rapport à cette question, on peut peut-être mentionner Régine Yorka, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vraiment une rencontre, une découverte déterminante chez nous, toutes les trois, pour comprendre, sentir et intégrer dans notre enseignement de la prononciation la gestualité et utiliser le geste comme support vraiment à l'apprentissage d'un nouveau rythme, d'une autre place de l'accent. Voilà.
Oui. Peut-être encore une chose, c'est vrai qu'on est tous, quand on apprend une langue étrangère, on vient avec son bagage sonore de la langue maternelle, et donc c'est pas si facile de réinitialiser le crible, de réinitialiser le disque dur, et donc vraiment, je pense que passer par le corps, c'est une manière d'aider l'apprenant à vraiment recommencer sur une page blanche et d'appréhender la langue d'apprentissage différemment. Dans votre livre, vous développez également une notion qui est vraiment intéressante, la notion d'égo phonétique. Pouvez-vous en toucher quelques mots ? Oui. Alors, l'égo phonétique, ça s'inspire d'une autre notion qui est l'égo linguistique, qui avait été citée par Bertrand Loret dans un ouvrage qui est aussi une référence pour nous, qui sont les questions de phonétique. Et alors, donc, comme Valérie le disait, chacun a son bagage sonore. Donc, dans notre langue maternelle, nous avons notre voix, notre rythme, nos intonations. On a en quelque sorte un tatouage indélébile qui est présent et qu'on ne pourra jamais retirer. Et il se fait que quand on va prononcer une autre langue, on va déjà se lancer dans l'inconnu. L'inconnu, en général, ça fait toujours un petit peu peur. Donc, il y a des émotions qui sont présentes et ces émotions, il faut pouvoir les appréhender. On ne peut pas les éviter, il faut les accepter, il faut voir un petit peu comment on les ressent. Et c'est un petit peu cette histoire d'émotion, de l'inconnu dans une langue étrangère. Le fait aussi que dans une autre langue, ma voix peut apparaître différente parce qu'elle va avoir une autre couleur, peut-être un autre timbre, une autre hauteur. Elle va prendre d'autres rythmes assurément, d'autres intonations. Donc on peut se dire qu'on va adopter une nouvelle identité phonétique, qu'on va avoir un deuxième ego si on veut, mais en tout cas on aura cette identité phonétique supplémentaire qu'il faut accepter en se disant qu'on ne perd pas sa première identité qui est bien sûr, comme je disais, indélébile, mais qu'on peut tout à fait évoluer avec ce nouveau costume en toute tranquillité. Sachant que dès qu'on aborde le domaine de la prononciation, on aborde peut-être le défaut de la cuirasse de l'apprenant, ou j'exagère quand je dis cela ? La partie la plus faible, la partie la plus... Oui, mais la prononciation, ça touche à l'intime de la personne. Enfin, si on prend les autres composantes linguistiques qui sont la grammaire et le vocabulaire, on touche à des intelligences qui sont uniquement... Enfin, en tout cas, il y a l'intelligence verbale ou linguistico-verbale, tandis que déjà dans la prononciation, on touche à ce qui est la musicalité, bien sûr, mais aussi à ce qui est le corporel. Donc Valérie en parlait tout à l'heure, et aussi à la relation personnelle avec soi-même, le domaine de l'émotion, du jugement, des affects, et qui évidemment fait partie de la personne, mais qui l'engage beaucoup plus. C'est un risque identitaire qui est là. Une question maintenant que vous connaissez bien en tant que formatrice ou formateur. Quand on s'adresse à un groupe de profs, généralement, ceux-ci peuvent venir en étant un peu méfiants dans la mesure où la phonétique est considérée comme étant quelque chose de rébarbatif. C'est pas amusant, ça ne donne que très rarement de bons résultats, etc., etc. Et beaucoup de profs ont le genre de réaction, oui, bon, moi je fais la même chose que vous, mais je ne l'intellectualise pas, comme vous le dites, je fais ça plutôt par instinct, etc., etc. Comment vous réagissez face à cette réaction du prof ? Alors bon, par rapport au côté rébarbatif de la prononciation, c'est vrai que moi, c'est vraiment, évidemment, j'ai envie de dire, tout sauf rébarbatif. Pour moi, la prononciation, c'est vraiment une aventure passionnante parce que justement, ça englobe toute la personnalité, ça touche à l'intime, ça touche à la musique. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus riche que ce qu'on veut bien nous faire croire, enfin ce qu'on m'a fait croire quand j'ai étudié la prononciation. Et donc, alors c'est vrai qu'on parle sa langue maternelle de manière naturelle, mais c'est de la même manière qu'on utilise l'imparfait, le passé composé de manière adéquate si c'est notre langue maternelle. Mais par contre,
c'est une autre chose que de pouvoir transmettre et de pouvoir expliquer. Et donc je pense que c'est vraiment ça le problème, c'est que la prononciation, on est un petit peu parfois démunis en tant qu'enseignant, on ne sait pas par où commencer, on a l'impression que c'est technique, alors que en fait, dès qu'on parle, on peut faire de la prononciation, simplement il faut savoir avoir quelques outils en main. Et donc, oui, donc le côté instinctif, non, justement, il y a vraiment plein d'outils qui doivent être connus, notamment justement qu'on parle par groupe rythmique, avec une accentuation à la fin. Et je pense que il y a beaucoup d'enseignants qui n'osent pas dire, qui ne savent pas grand-chose, parce que voilà, ils maîtrisent. Donc, oui, on arrive à faire un jugement tout à fait rapide. Non, désolé, ça ne sonne pas français, mais à partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait pour remédier? Voilà, et donc c'est des fois dans les outils qu'on peut être un petit peu démunis. Et donc, c'est ça qu'on a essayé d'apporter, des choses très pratiques dans une scénarisation de classe. Ça peut être donc des outils tout à fait gestuels, hein, donc le corps qui peut être un allié, ça peut être un outil, une balle qui va... Donc plein de sortes de petites choses à portée de main qui permettent d'expliquer ces phénomènes cérébraux, hein, voilà, et que l'apprenant va plus facilement comprendre s'il le vit, s'il le fait, que si on lui explique avec des courbes ou avec des mots. Donc, c'est passionnant. Oui, je pense que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais en formation de formateur, franchement, on se rend compte que, surtout avec les professeurs natifs, ceux dont on parlait juste maintenant, pour la plupart d'entre eux, c'est une prise de conscience, pas les particularités phonémiques, pas du français, mais la prise de conscience des particularités rythmiques, intonatives, du type d'accentuation en français, c'est de la découverte. Et ça, pour moi, cette prise de conscience, elle est indispensable avant de pouvoir l'enseigner. Et si les formations et notre ouvrage peuvent aider certains à accéder à ça, c'est formidable.